Bonjour, je suis Jean-Yves Le Gall. J'ai eu le plaisir d'être à l'école optique de 1978 à 1981. J'ai été diplômé en 1981 et puis depuis un peu plus de 40 ans, j'ai fait l'essentiel de ma carrière dans le domaine spatial. J'ai notamment été président d'Arianespace, de conseil de l'Agence spatiale européenne et du CNES. Jean-Yves Le Gall, bonjour. Le but de cette interview, c'est de recueillir votre expérience à l'usage des jeunes alumni et des étudiants, plutôt que de discuter politique Oui, industrielle. bien sûr. Bien sûr. Mais écoutez, je suis très content. D'abord, merci pour votre invitation. Et puis, je ne sais pas si mon expérience pourra servir aux jeunes, mais c'est toujours intéressant d'en discuter parce qu'on a fait des choix, des non-choix, et puis on a avancé, même si j'ai l'habitude de dire que la vie est une somme d'opportunités, donc essayons l'exercice. Pour commencer, on se demandait quelle est votre situation actuelle et quels sont les enjeux que vous avez aujourd'hui, que vous vivez au quotidien. Ben, écoutez, au cours des dernières années, jusqu'en 2021, donc il y a 2 ans, j'ai occupé un certain nombre de fonctions de management. Quand j'ai terminé mes 2 mandats au CNES, je me suis réalisé que j'avais été au cours des 25 dernières années PDG de Starsem, Arianespace, le CNES. Donc j'ai mis un certain temps à me déshabituer, à ne pas passer le dimanche après-midi à faire l'ordre du jour du comité exécutif du lundi. Donc j'ai quitté le CNES en 2021. Bon, depuis, je préside le conseil d'orientation stratégique de l'université Paris-Saclay et Sylvie Retailleau, alors qu'elle présidait Paris-Saclay, m'avait proposé de la rejoindre et donc je suis resté avec Estelle Iacona. Puis je continue à m'occuper d'espace ici ou là. Bon, j'ai des fonctions à la Fédération internationale d'astronautique que j'avais présidée il y a quelques années, et puis sur différents sujets, parce que c'est un secteur qui bouge, qui est international, donc c'est intéressant. Et vous voyagez encore beaucoup, j'ai compris. Oui, oui, parce que le spatial aujourd'hui est global, définitivement, et puis une révolution quand même des dernières années, c'est la facilité avec laquelle on communique. Auparavant, jusqu'à il y a, je dirais, 10-15 ans, on rencontrait quelqu'un dans un congrès, on échangeait ses cartes et puis terminé. Bon, aujourd'hui, on échange ses cartes, on se met sur sa boucle Facebook, je ne sais quoi, puis on continue à échanger, et puis ensuite, lorsqu'il y a un congrès, on vous invite à venir, ainsi de suite. Donc, il y a quand même un aspect, mais ça c'est vrai pour tous les domaines, il y a un aspect international très très fort lié aux facilités de communication et aux facilités de voyage aussi. Si on repart un petit peu au tout début, quand vous étiez enfant, est-ce que vous rêviez déjà un peu de la position à laquelle vous êtes aujourd'hui ou d'aérospatiale de manière Non, générale? de la position non, parce que je ne savais pas du coup que ça existait. En revanche, je fais partie de la génération qui a eu 10 ans quand on a marché sur la Lune, et donc aussi loin que je me souvienne, mon enfance a été rythmée par la conquête spatiale. Les souvenirs d'ailleurs qui sont un peu caractéristiques des années 60, c'est la conquête spatiale, c'est la guerre du Vietnam. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'au niveau industriel, la conquête spatiale aux États-Unis n'aurait pas pu se faire s'il n'y avait pas eu en même temps la guerre du Vietnam qui entretenait un écosystème aérospatial gigantesque, et puis le rock'n'roll. Parce que toutes les images qu'on voit de cette époque sont accrochées à des morceaux de musique. Voilà. Donc, en particulier, là, récemment, j'y repensais parce que quand j'avais une dizaine d'années, j'écoutais les Beatles qui chantaient When I'm 64. Maintenant, ça y est. Voilà. Donc, c'est intéressant. Mais c'est vraiment le marqueur de cette époque. Alors, évidemment, j'étais intéressé à faire du spatial, et puis ensuite, la vie, c'est une somme d'opportunités. Il n'y a aucune carrière qui est écrite auparavant. Mais c'est vrai que j'avais toujours un goût fort pour le spatial. J'avais le réveil qui sonnait au milieu de la nuit pour voir Neil Armstrong marcher sur la Lune. Je continue, hein, la nuit dernière, mon réveil a sonné à 3 heures parce qu'il y avait un lancement que je voulais voir. Mais voilà, puis après, bon, on mène la vie qu'on mène. Et le fait d'être ingénieur, c'est quelque chose qui était évident pour vous, que vous avez construit petit à petit?
Je crois que aujourd'hui, bon, les choses sont très différentes parce que quelqu'un qui doit choisir son orientation a le choix entre des carrières dans le domaine du business, de l'ingénierie, des choses comme ça. Il y a 40 ans, quand même, c'était essentiellement une carrière d'ingénieur. Quand on s'intéressait à des aspects un peu techniques, un peu scientifiques, l'idée venait spontanément d'être ingénieur. L'idée ne venait pas d'être technocrate ou businessman, c'était d'être ingénieur. Comment est-ce que vous entrez à Supoptic? J'entre en Supoptic parce que je passe le concours commun et puis les hasards du classement font que voilà, j'avais envie de faire une école d'ingénieur plutôt en région parisienne. Et puis, bon, il y avait un intérêt, alors peut-être au fond de ma tête, un intérêt optique, espace, mais je rentre à Supoptic et tout à l'heure avec Jean-Claude, il y avait à l'époque un cours d'optique spatiale qui finalement m'a donné l'opportunité de me brancher sur le spatial. Et en plus, il se trouve que j'étais moi-même originaire de Marseille et le professeur qui faisait le cours d'optique spatiale, Michel de Taille, qui était le patron de l'optique au laboratoire d'astronomie spatiale de Marseille. Je ne savais pas qu'il y avait un laboratoire d'astronomie spatiale à Marseille, donc c'est là que je suis allé faire des stages et puis ensuite où j'ai fait ma thèse. Quel autre souvenir vous avez de l'école, enfin de la vie étudiante? Vous étiez intégré à la vie étudiante? Oui, bien sûr, parce que les promos étaient plus petites que ce qu'elles le sont aujourd'hui. Bon, et puis là aussi, il faut se reporter au début des années 80, où quand même, le moyen de communication n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens sillonnent la France. Même dans ma famille, j'ai des jeunes qui font des études d'ingénieur ou autres. Ils habitent d'un côté de la France, ils travaillent, ils étudient de l'autre côté, tous les week-ends. Il y a une transhumance, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Donc forcément, bon, il y a un nombre de gens... l'école d'optique était au bâtiment 503, on vivait à la résidence La Pacaterie à Orsay, et puis donc il y avait un minimum de vie d'école. Vous avez des souvenirs marquants de la vie étudiante à l'école? Bon, des souvenirs marquants, non, c'était une vie étudiante que je qualifierais de classique, avec peut-être quand même le fait que il y avait un fort intérêt pour ce qui nous attendait après l'école. Non pas qu'on n'aimait pas l'école, au contraire, mais parce que l'école n'est pas une fin en soi, nous préparait, et donc on discutait beaucoup avec les gens troisième année qui faisaient le stage, donc c'était toujours un sujet d'interrogation, parce que qu'est-ce que les gens allaient faire une fois sortis de l'école. Donc en 81, vous sortez de l'école, donc vous choisissez une thèse. Vous avez dit que vous avez rencontré Michel de Taille du LAS, qui probablement a décidé de l'orientation. Qui m'a proposé d'aller faire un stage au LAS, et puis je me suis retrouvé, alors, le spatial, l'avantage, c'est que tout de suite, on est dans le bain de sujets extraordinairement, de sujets extraordinaires, voilà. Parce que vous débarquez, jeune étudiant de l'école d'optique au laboratoire d'astronomie spatiale à Marseille, et vous vous retrouvez tout de suite embarqué dans une équipe internationale avec des gens qui sont sans arrêt à Moscou ou à Baïkonour pour lancer des télescopes avec à l'époque l'Union soviétique, avec des manips qui partent sur la navette spatiale américaine. Je me suis retrouvé au bout de quelques semaines de stage partant à Cap Canaveral en train d'intégrer sur la navette une manip qui allait voler. Donc tout de suite, ça a un aspect qui est totalement extraordinaire. Quand vous avez 22 ans, on ne s'y attend pas, et donc je suis allé faire des stages au LAS, et puis ensuite j'y ai fait ma thèse. Vous aviez la volonté de faire ça plutôt que de prendre des fonctions dans l'industrie ou de management? Des fonctions dans l'industrie, d'abord, c'était pas, je dirais, c'était pas antinomique. Il y avait beaucoup de gens dans la promo qui faisaient une formation complémentaire. Alors, je le répète, pas forcément dans le domaine business, parce qu'à l'époque, on parlait pas des doubles formations. Aujourd'hui, tous les gens qui sont en école d'ingénieur veulent faire un module de management de business. Les gens, à contrario, qui sont en école de business, qui font un MBA, veulent avoir une compétence technologique, technique. Je le vois à Paris-Saclay, le thème multiformation est un thème central. À l'époque, les choses étaient quand même très différentes, et beaucoup de gens après
je dirais, l'école d'optique faisait une formation complémentaire, mais je dirais que c'était même pas plus par intérêt intellectuel que pour avoir un diplôme de plus ou autre, parce que ça permettait de faire des choses, et puis après, bon, bien sûr, d'aller travailler dans l'industrie. Et quel était le sujet de votre thèse? Sur quel instrument vous avez C'était travaillé? sur un satellite qui s'appelait Hipparcos, qui était une émission d'astrométrie spatiale, donc pour faire un catalogue du ciel. Alors à l'époque, donc j'avais travaillé sur le thème de la thèse, si je m'en souviens bien, c'était l'image de diffraction polychromatique de la mission d'astrométrie spatiale Hipparcos. Ça fait très chic dans en ville, mais donc on faisait une carte du ciel pour mettre 100 000 étoiles avec une précision d'une milliseconde d'arc. Donc j'ai passé mon temps à faire des présentations sur Hipparcos en expliquant que avec Hipparcos on pouvait voir depuis l'île un petit point à Marseille. Bon, ensuite il y a eu Gaïa. Alors le lancement d'Hipparcos s'est passé de façon moyenne en 1989 puisqu'il y a eu un problème sur le moteur d'injection et donc au lieu d'être sur une orbite géostationnaire, il a été sur une orbite elliptique. Donc il a fallu refaire tous les calculs, mais ça a donné un catalogue qui est un très très bon résultat. Donc Hipparcos a eu une suite, Gaïa, qui a été lancée en 2013 et que j'ai lancé aussi. Et Gaïa, donc le petit pois était devenu un cheveu à l'île de Marseille et les 100 000 images, les 100 000 étoiles, pardon, sont devenues, je crois, quelque chose comme 4 ou 5 millions. Au passage, d'ailleurs, à ce moment-là, j'étais au CNES, ça m'a permis de me familiariser aux enjeux du Big Data pour faire le catalogue de Gaïa. En 85, vous changez complètement de fonction, vous décidez de partir au ministère de l'Industrie. Oui, enfin, je change et je change pas, parce que en 85, il se trouve que lorsque lorsque je faisais ma thèse à Marseille, c'était un laboratoire du CNRS, mais qui travaillait beaucoup avec le CNES. Et donc, je travaillais sur ces sujets avec les États-Unis. Je travaillais avec le président du CNES de l'époque et son collaborateur principal, donc Hubert Curien, et son collaborateur Daniel Sacotte. Et en 84, Hubert Curien est devenu ministre de la Recherche et de la Technologie. Et donc, à ce moment-là, on cherchait quelqu'un dans les services qui avait une expérience du spatial et on m'a proposé d'y aller. Donc, je suis allé en 85 et ensuite j'ai passé un certain temps dans le ministère, donc dans les services de 85 en 88. Et en 88, Paul Quiles, qui était ministre chargé de l'espace, m'a proposé de rejoindre son cabinet. Je suis resté pendant à peu près 5 ans. Voilà. C'était une volonté, disons, de passer du côté pilotage Non, c'était une opportunité, parce que quand le ministre vous propose d'aller dans un poste comme ça, vous dites pourquoi pas. Et puis, vous savez, là aussi, quand on débarque, on fait sa thèse à Marseille, on débarque au ministère à Paris, on a une vision extrêmement floue de ce qu'on va faire. Hein. Ça rappelle un peu la chanson de Michel Sardou, je débarquais avec dans mon sac les beignets que ma mère m'avait fait. Donc c'est pareil, vous arrivez, vous savez pas ce que vous allez faire. Puis ensuite, c'est comme le vélo, on apprend en faisant. Vous n'aviez pas une appréhension à ce moment-là, peut-être, de changer d'univers, d'aller dans un univers dont les codes sont différents? Oui, ça on le dit après. Ça c'est ce qu'on raconte après coup, mais enfin sur le moment, c'est plutôt drôle. Mmh. Donc, qu'est-ce que vous avez découvert de nouveau? Un mode de fonctionnement n'a strictement rien à voir. D'abord, le fait qu'il fallait acheter un costume et une cravate. À l'époque, on portait encore des cravates. Tout ce point de vue-là, le CNRS était précurseur. Le fait qu'il fallait faire attention avant de parler, réfléchir, ainsi de suite. Mais bon, après, j'ai fait d'autres choses de la même façon quand quelques années plus tard, je me suis retrouvé un beau matin à Moscou à essayer de commercialiser le lanceur Soyouz. C'est aussi un autre univers. C'est pas très... Bon, il faut s'adapter. Dans l'adaptation en 93, vous êtes parti vers l'industrie, disons vers le CNES, et en 3 ans, vous avez quand même fait une carrière rapide, puisque au bout de 3 ans, vous étiez directeur général adjoint du CNES. Oui, mais ça aussi, c'est... moi, j'ai toujours aimé les sujets un peu, un peu nouveaux et disruptifs. Donc, je me suis retrouvé dans ce poste parce qu'à l'époque, il y avait un certain nombre d'interrogations sur ce que devait être l'avenir du spatial.
Et bon, il y avait un peu le mainstream, ce que tout le monde pensait. Moi, je tenais un discours un peu différent, ce qui fait qu'on m'a remarqué. Et on m'a demandé donc d'aller au CNES pour faire un plan stratégique du CNES qui devait définir un peu les nouveaux modes d'intervention du CNES, parce que déjà dans ces années 92 ou 93, bon, il y avait eu l'arrêt d'Hermès, donc une nouvelle réflexion sur le nouveau CNES, et donc c'est pour ça que je me suis retrouvé dans ce poste à faire le plan stratégique du CNES. Moi, je suis resté pas très longtemps, j'ai dû rester je crois 2 ou 3 ans, et puis ensuite je suis retourné dans l'industrie, m'occuper des lanceurs. C'est quand même une carrière rapide, enfin en disons 12 ans après votre sortie d'école, vous vous retrouvez à faire la stratégie du CNES. Oui, mais vous savez, ça continue. Aujourd'hui, il y a encore des gens très jeunes au plus haut sommet de l'État. Hein. Donc, je pense que c'est pas mal. Et puis, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui à l'étranger, on est quand même de plus en plus en compétition avec, entre guillemets, des pays neufs, mais des pays neufs où vous avez donc forcément des gens très jeunes. Regardez tout ce qui se passe en Asie, dans le Golfe, bon, même aux États-Unis, les startups, les trucs comme ça, on s'est retrouvé avec le numérique, avec des gens qui ont fait une révolution technologique alors qu'ils étaient jeunes. Donc oui, bon, c'est vrai qu'avec les standards de l'époque et nos standards un peu administratifs, je me suis retrouvé directeur général adjoint du CNES, je sais plus, je devais avoir un peu moins de 40 ans. À l'époque, c'était peut-être surprenant. Bon, aujourd'hui, il y a des gens quand même beaucoup plus jeunes qui font des choses comparables et certainement qui ont plus de poids. Et vous attribuez ça à l'originalité de la vision que vous avez sur... Oui, je crois qu'il faut définitivement sortir des sentiers battus. Si vous voulez qu'on vous remarque, il ne faut pas dire comme tout le monde. Mais sans que ce soit pour autant un parti pris, je dirais, absolu. Enfin, il ne faut pas faire comme les gens qui, dans les années 60, pensaient qu'il suffisait d'avoir les cheveux longs pour être Mick Jagger. Mais en revanche, non, mais bon, en revanche, Mick Jagger a eu le succès qu'il a eu et qui, au passage, continue. Puis encore l'année dernière, la question qui se pose, c'est comment on peut faire ce qu'il fait à 79 ans, mais parce que il a apporté quelque chose de nouveau, donc c'est pareil. Ensuite, vous partez vers Ariane Espace, vous êtes nommé... Oui, donc d'abord j'ai fait Starsem. Donc Starsem, c'est probablement le poste que j'ai occupé qui m'a le plus marqué, parce que là, en termes d'extravagance, j'étais servi, puisqu'il y avait, pour des raisons politiques, un accord qui avait été passé avec la Russie pour que la France commercialise le lanceur russe Soyouz sur le marché international, avec des lancements à Baïkonour. Donc il faut voir les années 96-97, chute de l'Union soviétique. Je suis désolé de vous interrompre. Est-ce que vous pourriez présenter Starsem pour peut-être les gens qui ne le connaissent pas? Oui, donc Starsem était une société qui a été créée en 96, une volonté politique. Donc l'objectif, c'était de commercialiser depuis la France des lancements de Soyouz, lancés dans un premier temps depuis Baïkonour, et puis ensuite de construire un pas de tir de Soyouz en Guyane. Et donc je me suis retrouvé là en l'espace de quelques jours bombardé à Samara dans l'usine Soyouz, ensuite à Baïkonour à construire un hôtel pour héberger les gens qui allaient faire des lancements et puis préparer des lancements. Et pourquoi vous aviez été choisi? Vous aviez quand même lancé les graines quand vous étiez... Parce que lorsque j'étais au CNES, je m'occupais d'affaires internationales et je m'étais occupé de la Russie. Bon, il se trouve que par le passé, j'avais un peu appris le russe, donc dans ma vie, j'ai appris 2 fois le russe et je l'ai 2 fois oublié. Je suis en train de le réapprendre parce que malheureusement, les circonstances font qu'à la télévision, on voit de plus en plus de gens qui parlent russe. Donc je parlais un peu russe et donc je me suis retrouvé à m'occuper de Starsem, mais c'était quand même un choc parce que se retrouver à Baïkonour avec des gens sortis de l'Union soviétique où on vous regardait comme un animal de zoo parce que personne n'était jamais allé à Baïkonour autre que des gens de l'Union soviétique. C'était une ville close, fermée. Donc quand un étranger à Baïkonour, c'était totalement extravagant, plus encore pour les Russes qui étaient à Baïkonour que pour l'étranger que j'étais. Voilà, mais donc on a fait Starsem, on a fait les lancements et Starsem était une filiale d'Ariane Espace et comme ça s'est pas trop mal passé, après 3 ans, donc on m'a proposé de devenir patron d'Ariane Espace. Là aussi ça a été une autre transition parce que j'arrivais dans une période, c'était les débuts d'Ariane 5, alors bon,
lancé la 117e Ariane 5 il y a quelques jours, qui est la dernière. Mais là, à l'époque, c'était le début d'Ariane 5, un début qui était un peu chaotique. Donc vous avez eu à gérer toutes les bisbilles entre les différents contributeurs. Oui, oui, et puis surtout à faire marcher le lanceur, parce que je suis arrivé après un échec, je me suis pris un autre échec en vol en décembre 2002. Bon, c'est quand même des moments où on mettait 500 millions de dollars au fond de l'océan Atlantique, ça marque le caractère. Voilà, donc, et puis il a fallu repartir en vol, et puis ensuite Ariane 5 a été le succès remarquable qu'on connaît, puisque c'est un lanceur qui aura quand même marqué son époque. Alors aujourd'hui, bon, la problématique est totalement différente. Donc on a lancé la dernière il y a quelques jours, on attend Ariane 6. SpaceX occupe le devant de la scène sur les services de lancement, mais à l'époque, c'était quand même, bon, c'était circonstances particulières. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous vivez? Est-ce que vous regardez un petit peu en arrière, vous projetez un petit peu sur la suite? Moi, c'est pas important de regarder en arrière, il vaut mieux regarder devant. Ce qui était intéressant, c'était de voir Ariane 5, la préparation de l'avenir, parce que il faut toujours penser au coup d'après. Et puis là aussi, des moments extraordinaires, voire extravagants. Aller vendre des lanceurs à l'autre bout de la planète. J'avais un client en Australie qui, pendant toute la durée du contrat, qui a duré 3 ans, voulait que tous les 3 mois, j'aille déjeuner avec lui. Donc, quand vous dites dans votre famille que vous prenez l'avion le samedi soir pour aller déjeuner le lundi à Sydney et que vous êtes de retour à Paris le mardi matin, c'est un peu étrange. Voilà. Donc il a fallu gérer ce succès d'Ariane 5. Bon, et puis après, là aussi, rien n'est jamais acquis. Les circonstances actuelles le rappellent. Et si, alors, vous parlez de discussion pour l'anecdote avec votre famille, mais est-ce que du coup, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants et d'alumni plutôt jeunes qui se posent la question, c'est des sujets d'équilibre vie personnelle, professionnelle. Comment est-ce que vous avez vécu, comment est-ce que vous vivez ça à ce moment-là? Vous savez, comme disent les youtubeurs aujourd'hui, la question elle est vite répondue. Chacun s'organise, et puis après, bon, après c'est des sujets privés. Enfin, j'ai jamais souffert d'une façon ou d'une autre. Parce que ces questions de déplacement, bon, vous n'en avez pas de responsabilité. C'est vrai que je voyage beaucoup, mais je fais toujours des voyages très brefs. Je dors jamais plus d'une nuit sur place, donc ça se gère assez facilement. Vous partez le lundi, vous revenez le mardi soir, même un peu que dans le film de Schwarzenegger, True Lies. La femme, elle croit que son mari va au club de sport. En fait, il est à l'autre bout de la planète et il revient. Bon, c'est pareil. Après, vous êtes impliqué dans l'Agence spatiale européenne. Oui, au CNES et à l'agence. Après, donc, jusqu'à l'arrivée, vous êtes devenu président du conseil en 2017. Est-ce que ça a changé votre façon de voir le monde, ou est-ce que c'était dans la continuité de... Ça a renforcé ma façon de voir le monde. C'est-à-dire que pour moi, la coopération européenne était une évidence, mais je dirais que c'est devenu une super évidence. Aujourd'hui, je considère, quand je vois les bisbilles parfois entre Européens, qui existent, et comptez pas sur moi pour vous dire si c'est la faute de l'un plutôt que de l'autre, ou de l'autre plutôt que de l'un, mais c'est mortifère. C'est mortifère parce que vous avez des gens extrêmement puissants, les États-Unis, la Chine, d'autres puissances, l'Inde, qui est devenue il y a quelques semaines le pays le plus peuplé du monde. Et donc l'Europe ne peut exister que si elle est unie. Alors c'est un vaste sujet qui occupe à définir les politiques et autres, mais je pense que être européen, aujourd'hui, il n'y a pas de discussion possible, et surtout dans des sujets comme les sujets des hautes technologies, parce qu'on peut faire des choses quand on est ensemble en Europe. D'ailleurs, Ariane 5 en est le meilleur exemple. Nous avons passé des années à bien travailler ensemble. Lorsqu'on ne travaille pas bien ensemble, on a des difficultés. Et j'ai envie de dire que ce qu'on voit en ce moment dans le secteur des lanceurs est peut-être aussi une conséquence du fait qu'on ne travaillait pas bien ensemble au niveau européen. Donc ça a vraiment renforcé mon ancrage européen, et aujourd'hui, dans les différentes fonctions que j'occupe, je travaille indifféremment avec des Français, des Allemands, des Italiens, des Estoniens, des Espagnols, voilà, mais des Européens.
Peut-être un petit mot sur les Russes. Vous avez beaucoup travaillé avec les Russes. Aujourd'hui, la situation est difficile. Aujourd'hui, la situation est un drame parce que j'ai beaucoup travaillé avec les Russes, avec les Ukrainiens. J'ai découvert, parce qu'on ne le sait pas forcément, dans ces années-là, bon, quand j'étais patron de Starsem, j'allais 2 fois par mois à Moscou, à Samara ou à Baïkonour. Donc j'ai découvert quand même que la situation entre la Russie et l'Ukraine n'était pas aussi simple que ça, avec vraiment des différences et des gens qui, pas si on peut dire qui ne s'aiment pas, mais enfin qui ne s'apprécient pas. Je n'imaginais pas que cela conduirait au drame épouvantable qu'on est en train de vivre. J'avais des correspondants en Ukraine avec lesquels j'ai travaillé juste encore avant le 24 février de l'année dernière, le début de la guerre. Et je travaillais d'autant plus que la pandémie fait que ça a totalement banalisé les visios, qui avant la pandémie étaient quand même un peu exceptionnelles, donc on avait des relations fréquentes. Depuis le mois de juin, j'ai plus de nouvelles, et comme ils habitaient à Dnipro, à côté des usines qui ont été bombardées, je crains malheureusement qu'il y ait eu une issue fatale. Donc c'est un drame affreux. Bon, je ne ferai pas de commentaires, mais la seule chose qu'on peut espérer, c'est que cette guerre se termine au plus vite. Et après, alors ce en Guyane s'est arrêté le premier jour de la guerre, puisque la Russie a immédiatement rapatrié les 300 spécialistes russes qui étaient en Guyane. Le pas de tir était fermé, aujourd'hui il est sous cocon. Je n'imagine pas, mais je ne sais pas ce qui peut se passer par la suite, mais on a du mal à imaginer que la guerre s'arrête, tant que les choses se remettent comme avant. Je ne crois pas. Je ne sais pas. Mais la seule chose qu'on peut espérer, c'est que la guerre s'arrête au plus vite. Voilà. Et dans la prospective, pour Elon Musk, les projets d'aller sur Mars, ça vous paraît quelque chose de réaliste ou pas? Mars me semble très compliqué, du fait du facteur humain. On a lancé, quand j'étais au CNES, on a lancé une sonde qui est allée mesurer la sismographie de Mars, InSight, et on avait demandé qu'on mette sur la sonde 2 webcams pour voir ce qui se passait. Et les webcams, donc on a décollé de Californie, donc vous voyez sur la webcam, vous sortez du brouillard, il y a toujours du brouillard à Vandenberg en Californie, mais vous sortez du brouillard. On voyait ensuite la côte des États-Unis, la Terre. Un jour plus tard, dans le champ de vision, la Lune s'invite. Et puis 3 jours plus tard, vous êtes au milieu du noir. Et vous êtes dans le noir pendant 6 mois, jusqu'à ce que vous arriviez sur Mars. Et comme tout le monde, j'ai peur du noir. Mais j'ai réalisé à ce moment-là qu'un astronaute, il part, et aujourd'hui, Thomas Pesquet a l'habitude de le dire, il est dans la station, il a un problème quel qu'il soit, il est plus près d'un hôpital que quelqu'un qui fait le tour du monde en bateau, qui est dans le 40e régissant. Quelqu'un qui a un problème dans le 40e régissant, il faut attendre la frégate australienne, ça prend 10 jours. Pesquet, il monte dans la capsule, pouf, 3 heures plus tard, il est sur la Terre. Là, vous êtes entre la Terre et Mars, pendant 6 mois, vous êtes dans le noir, vous êtes en route vers l'inconnu, vous savez pas ce qui vous attend, et ainsi de suite. Donc pour moi, il y a un vrai problème humain, même si on pourrait fabriquer un vaisseau spatial ou autre. Bon, alors physiologique, parce que quand vous dites dans le noir, pour les non spécialistes, c'est-à-dire que on voit plus la Terre, on voit rien, et on voit au loin le Soleil. Mais problème physiologique, même en passant toutes les visites médicales du monde, vous pouvez pas prédire que pour une mission qui va durer 2 ans, vous n'allez pas développer une maladie que personne n'a pu prévoir. Donc là, vous êtes totalement coupé du monde. Et donc, je pense que c'est ça le facteur vraiment bloquant. En revanche, on va sur la Lune. On va retourner sur la Lune. On va retourner sur la Lune. Bon, il y a 12 astronautes américains qui sont posés sur la Lune entre 69 et 72. Ils y sont allés pour y aller, cette fois-ci, et on va y aller pour y rester. Et on est en train, aux États-Unis, c'est le sujet dont tout le monde parle, on n'en parle pas encore en Europe, mais on est en train de travailler à développer une infrastructure lunaire. Donc aujourd'hui, il y a la Station spatiale internationale dans laquelle Pesquet a séjourné 2 fois, 6 mois, qui est en orbite à 300 et quelques kilomètres d'altitude. Là, on va avoir l'équivalent d'une station, mais posée sur la Lune. Alors, plus gros, la station, c'est 400 tonnes et 100 milliards de dollars. Aujourd'hui, si le Starship de Musk fonctionne, on va envoyer des dizaines de tonnes sur la Lune, donc on aura peut-être 800 tonnes sur la Lune, donc un habitat.
Avec plus de monde dans la station, il y a 6, 7 personnes. L'habitat lunaire, l'idée c'est qu'il y ait 30, 40, 50 personnes en permanence. Et avec l'idée d'attirer des industriels non spatiaux qui vont profiter de l'ultra-vide sur la Lune, de la faible pesanteur et autres pour développer de l'industrie sur la Lune. Et aujourd'hui, aux États-Unis, il y a en permanence des forums, des colloques, où les gens discutent pour voir ce qu'ils vont faire. L'idée étant d'attirer des investisseurs de secteurs non spatiaux. Et c'est vraiment le sujet qui va marquer les prochaines années, surtout si le Starship d'Elon Musk fonctionne, parce que le Starship, bon, moi j'ai visité récemment à Boca Chica ses installations. Le motto, comme on dit, c'est 9 meter diameter, donc c'est une fusée qui fait 9 mètres de diamètre, qui fait 110 mètres de haut. Vous avez vu les images lors du premier lancement. Donc tout le monde dit en France que ça a été un échec, mais ça a quand même été un demi-succès parce qu'ils ont monté jusqu'à 40 km. Et avec, dans la partie haute, dans le Starship proprement dit, un truc avec 3 étages, il y a de quoi emmener 10 à 20 personnes sur la Lune. Donc si ça marche, ça va être une vraie révolution. Et l'Europe est en dehors de ça aujourd'hui? L'Europe joue un petit rôle qui n'est pas très grand, mais il y a des nouveaux venus. Aujourd'hui, un rôle important est joué par les Émirats arabes unis, qui est quand même assez improbable. L'Arabie saoudite veut investir, parce que l'Arabie saoudite aujourd'hui investit tous azimuts, et on ne peut pas exclure qu'elle soit sur la Lune. Donc la prochaine étape, vraiment, comme on dit, the next big thing dans le secteur spatial, ça va être la Lune, mais avec une installation durable à la surface de la Lune, et avec de l'argent. Le budget de la NASA, c'est 28 milliards chaque année. Ils envisagent de mettre à peu près 10 milliards par an sur la Lune. Donc avec 10 milliards de dollars, on fait quand même des choses. Et là, on parle de quelle année? À peu près que ce qui se dit en ce moment? Oh ben là, on est 4-5 ans à peu près. Donc on est en 2023. Donc je dirais 27, 28, 29 dans ces eaux-là. C'est imminent. C'est suffisamment proche pour que ce soit le sujet dont on parle en ce moment. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Vous allez voir la Starbase de Musk au Texas, à Boca Chica. Vous avez 2000 personnes qui travaillent. Alors, un signe qui est assez étonnant, c'est que vous allez dans toutes les usines spatiales du monde, vous voyez, il y a peu de gens d'abord. Très souvent, elles sont vides. Vous voyez des gens qui sont un peu dans les standards classiques, c'est-à-dire chemise blanche, cheveux courts, qui marchent d'un pas posé, ainsi de suite. Vous allez chez Musk, vous avez 2000 jeunes qui ont un look qui n'est pas forcément celui du spatial. Tatouages et piercings sont au rendez-vous, coupe de cheveux un peu étrange, uniforme SpaceX, parce que il y a quand même un très fort sentiment d'appartenance à cette société, donc badgé SpaceX partout. Et personne ne marche, tout le monde court. On donne un sentiment de l'urgence et c'est pour ça que les délais sont explosés comme ils le sont. C'est pour ça que le Starship développé ailleurs dans le monde, il a fallu 10 ans. Là, ils ont développé en 2 ans. Ils ont fait ce premier lancement. Ils préparent le suivant en août ou en septembre. Et donc, aller sur la Lune à un horizon de 4 ou 5 ans n'est pas absurde. Vous avez petit à petit été à des rôles différents et avec des responsabilités grandes qui peuvent parfois d'ailleurs impressionner certains. Comment est-ce que vous préparez la suite, le moment où peut-être qu'à ce moment-là, les responsabilités vont changer, vont être un peu différentes, vous allez peut-être avoir moins une vue en tout cas publique. Est-ce que c'est des sujets sur lesquels vous vous préparez? Et si oui, comment? Oui et non, parce que là aussi, il faut pas. Il y a beaucoup dans ce qu'on voit de quelqu'un qui a des responsabilités, il y a très souvent des malentendus. J'ai passé 25 ans donc à faire Starsem, Arianespace, le CNES, avec l'obligation d'avoir une expression publique permanente. Pour beaucoup de gens, c'est quelque chose, aller parler devant les caméras, d'extrêmement valorisant, et les gens pensent que le jour où ça s'arrête, ça va vous manquer.
La vraie vérité, c'est que j'ai passé 25 ans à être extrêmement sous pression chaque fois que je vais faire une intervention publique, parce que vous savez que vous avez 1000 personnes qui vous attendent avec un fusil et que le moindre mot peut vous être opposé. Donc les gens me disent, mais c'est incroyable, on n'entend plus parler de toi. Je dis, attends, on parlait de moi parce que j'étais président du CNES. Le jour où je ne suis plus président du CNES, comme de la même façon je ne préside plus le conseil d'administration, j'ai plus besoin d'aller raconter ma vie à la télé. Parce qu'il y a une sorte de malentendu sur ce qu'on fait. Je ne dis pas que j'en ai souffert, ça fait partie du package, mais voilà, c'est comme ça. Et là récemment, je me suis fait un peu piéger parce que une journaliste des Échos à laquelle je n'avais plus parlé depuis que j'ai quitté le CNES, qui m'a téléphoné pour le dernier vol d'Ariane 5, elle me dit « Ah, j'ai écrit un papier, j'aimerais vous poser 2 ou 3 questions. » Je lui dis « Oui, on peut en parler, j'étais dans le métro. » Et elle a fait ça sous la forme d'une interview dans les Échos. Bon, ça va, il n'y avait pas de bêtises, mais qu'est-ce que vous voulez que j'ai à raconter? Je ne parlais pas intuitu personnel, je parlais escalité. Voilà. Et puis pour le reste, il y a des phases dans la vie, on fait ceci, on fait cela. Je fais des choses que je n'avais pas forcément le temps de faire avant, j'en fais d'autres, ainsi de suite. Mais de la même façon que quand j'étais chez Starsem, je m'occupais des Russes. Quand je suis allé chez Arianespace, je me suis plus occupé des Russes. Quand j'étais chez Arianespace, je m'occupais de commerce. Quand je suis allé au CNES, je m'en suis plus occupé. C'est pas non plus... Alors, c'est vrai que il y a quand même des gens qui ont des difficultés quand ils quittent une entité comme le CNES ou comme Arianespace, mais bon, vous allez me trouver peut-être un peu sévère, mais je pense que c'est plus des questions d'équilibre personnel que du fait de quitter quelque chose. Vous avez une vie personnelle qui vous satisfait, vous n'avez pas de difficultés. Si vous avez des gens qui vous expliquent que toute leur vie c'est leur travail, le jour... Ça me semble totalement excessif. Je ne souhaite à personne que toute sa vie soit le travail. Et en plus, quand même, des gens qui appartiennent à un niveau socio-professionnel qui font que quand ils partent, ils ne se retrouvent pas au resto du cœur. Et c'est un euphémisme. C'est quelque chose que vous avez un peu anticipé de votre côté, ou les propositions venaient à vous, vous disiez tout à l'heure que vous étiez intéressé, amusé partout. Finalement, il y a une forme, ça s'est fait naturellement. Vous savez, après, un tas de trucs qui vous occupent dans tous les sens. Vous n'embêtez pas. Mais bon, c'est tout. Mais c'est plus une équation personnelle, c'est plus dans le cadre personnel que professionnel. Mais c'est vrai que j'ai d'anciens collaborateurs qui tiennent un discours extrêmement négatif parce que le jour où ils ont quitté leur poste, pouf, voilà, la peur du vide. Le FOMO, le fear of missing out. Oui, mais bon. Je vous dis, j'ai mis 6 mois à me déshabituer du fait que le dimanche après-midi, il fallait que je fasse l'ordre du jour du COMEX du lundi. C'était un réflexe. Avant qu'on commence à enregistrer, on parlait un petit peu de planification de carrière et des choses comme ça, et vous aviez quelque chose de très... Non, mais ça n'existe pas. Les gens qui vous expliquent qu'à 18 ans, ils prennent une feuille de papier et vous disent voilà tout ce que je vais faire, ça n'existe absolument pas. La vie, c'est une somme d'opportunités. Bon, alors, il y a tout ce dont on parle en termes, à travers le prisme professionnel. Bon, il faut avoir aussi l'honnêteté de reconnaître que vous avez aussi un prisme personnel qui se calque là-dessus. Je n'ai pas de honte de dire que je suis allé à Marseille parce qu'à une époque de ma vie, j'avais un intérêt d'aller à Marseille. Ensuite, je suis allé à Paris parce que j'avais un intérêt d'aller à Paris. Et que je ne suis pas allé, alors qu'on m'a fait des propositions pour aller travailler de l'autre côté de la planète, parce que j'avais des attaches personnelles en France. Voilà. Donc ça, il faut en être conscient aussi. Mais imaginez qu'on va faire ceci ou cela. Bon, l'autre aspect aussi, c'est que les choses évoluent tellement vite que la plupart des métiers qui existeront il y a 10 ans n'existent pas aujourd'hui, ce qui veut dire, à contrario, que ceux qui existent aujourd'hui n'existeront plus dans 10 ans. Voilà. Donc il faut être ouvert, il faut être curieux,
il faut être, je dirais, disponible pour des opportunités. Et puis ensuite, c'est construire sa vie comme on l'entend. Juste, si peut-être un peu en synthèse, les meilleurs moments de votre carrière, les moments où vous avez vraiment eu des moments de grâce, ravis de ce que vous aviez fait. Vous savez, en permanence, après la vie n'est pas un long fleuve tranquille, il serait très présomptueux de vous dire que je n'ai eu que de bons moments. La vie, c'est une somme de sinusoïdes, mais je crois que quand vous allez au Jet Propulsion Laboratory, qui est un peu la mecque des missions spatiales mondiales à Pasadena, vous êtes accueilli par une grande pancarte où il y a écrit Dare Mighty Things, oser des choses mighty énormes. Et je pense que c'est ça qui finalement est intéressant, c'est d'oser de faire des trucs qui sortent de l'ordinaire, parfois extravagants. L'opération avec la Russie, beaucoup de gens étaient quand même absolument stupéfait. Quand on a commencé à parler de faire 6 ou 7 lancements d'Ariane 5 par an, là aussi les gens étaient stupéfaits parce qu'ils étaient plus sur 2 ou 3. Et puis aujourd'hui, donc on voit que partout dans le monde, il y a des tas de gens qui font des tas de choses importantes. Au CNES, tout ce qui a été fait sur les relations internationales aussi, des projets avec la Chine. J'ai été le premier non-chinois à aller cosmodrome de Jiukang quand on a lancé CFOSAT en Chine. Donc je crois que c'est ça, si on doit donner finalement un seul conseil aux élèves de l'école, c'est Dare Mighty Things, faites des trucs extraordinaires. C'est quelque chose que vous avez dans le sang? Je ne sais pas si je l'ai dans le sang, mais c'est un truc qui m'amuse, c'est tout. Je ne sais pas si je l'ai dans le sang, mais c'est plus rigolo. Dans le négatif, vous avez des gros regrets, des choses que... Non, pas de regrets, mais j'ai connu tout le monde. Est-ce qu'il y a des moments plus difficiles ou quand vous mettez une Ariane 5 au fond de l'océan et qu'il faut aller expliquer d'abord aux journalistes que ça s'est mal passé et puis ensuite au président de la République, on préférerait vous connaître de meilleurs moments, mais en même temps, ça fait une expérience. Il y a des personnes que vous avez rencontrées, des rencontres qui ont été décisives pour vous? Je ne sais pas s'il y a des rencontres décisives plus qu'une autre, mais il y a des gens d'exception que j'ai rencontrés. Oui, bien sûr, j'en ai des cartons pleins. Et puis, ce qui est toujours intéressant, c'est de voir aussi les gens aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, c'est peut-être plus facile parce qu'une fois encore, il y a les voyages sont plus simples parce que les gens se déplacent, parce qu'on peut communiquer avec eux. Il y a 20 ans, Elon Musk n'aurait pas fait irruption dans notre vie comme il l'a fait. Aujourd'hui, tout le monde vous parle d'Elon Musk. Vous parlez avec quiconque, vous arrêtez sur une aire d'autoroute, vous avisez la première personne venue, vous lui parlez d'Elon Musk, il sait qui c'est. Ça n'aurait pas été possible il y a 20 ans, parce que vous avez la communication qui est mondiale, et ainsi de suite. Et donc, on est quand même dans un monde où il y a de plus en plus de choses extraordinaires. Alors, pour la meilleure des choses, le développement technologique autre, pour les pires des choses, on a parlé de la guerre en Ukraine, ainsi de suite. Mais on est quand même dans un monde où il se passe des choses qui valent la peine d'être vécues. Dans ce que vous avez, est-ce qu'il y a des choses aussi que vous avez testées dans votre carrière où finalement ce n'était pas forcément concluant? Je dois vous avouer que j'ai une mémoire un peu sélective, je ne retiens que les bonnes choses. Donc, les trucs qui ne se sont pas bien passés. Bon. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Ça fait partie de la vie. La vie, c'est pas une somme de succès, c'est une somme de succès et d'échecs. Et l'essentiel, finalement, c'est de faire en sorte que les échecs n'aient pas trop de conséquences. Et, voilà. Si vous relisez aujourd'hui un petit peu les années derrière vous, est-ce qu'il y a eu des choix professionnels ou personnels dans le sens de votre individu qui ont été décisifs pour la suite? Je dirais que tout est rien, parce que tout ce qu'on fait a une influence sur la suite, mais je ne peux pas dire qu'à un moment j'ai essayé de faire ceci plutôt que cela et que ça a été déterminant, parce que finalement j'ai eu une vie, mais je crois que c'est je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de gens qui puissent se dire qu'à un moment dans leur vie, il a fallu faire ceci ou cela. Alors peut-être aujourd'hui, mais même les footballeurs, on vous explique que selon qu'on reste au PSG ou qu'on va au Real, ça va tout changer. La réponse est non. On va vivre différemment, mais bon, voilà. Parce que les choix auxquels on est confronté ne sont pas des choix absurdes.
On va au PSG ou au Real, on ne va pas au PSG ou plutôt qu'un club de division d'honneur de je ne sais où. Une forme de continuité. Une forme de continuité et de bon sens, et que les choix qu'on fait, c'est pour ça que les choix auxquels on est soumis sont finalement assez peu déterminants, parce que c'est des choix entre deux choses à peu près équivalentes, sinon il n'y a pas de choix. Est-ce qu'il y a une chose dont vous êtes le plus fier aujourd'hui? Non, ça je crois pas qu'on puisse dire qu'on est fier de ceci ou de cela. C'est des trucs plus personnels. Mais je crois que ce qui est important, c'est de faire des choses, d'avoir une vie qui vous amuse, de ne pas se lever le matin en soufflant, au contraire, d'attendre avec impatience que sonne le réveil, parce qu'on sait qu'on va avoir une journée intéressante. Qu'est-ce qui vous amuse? Tout. Voir décoller les fusées, voir Mick Jagger chanter à 79 ans, voir des gamins développer des codes logiciels, enfin tout ce qui se passe dans le monde, c'est intéressant. Enfin. Et en revanche, il y a des choses qui m'attristent, la guerre, les maladies, enfin voilà. Mais bon. Et vos rêves pour la suite, là, vous êtes pas si vieux, là, vous avez encore des années devant vous. Vous êtes aimable, oui. Non, la suite, c'est continuer à être à la fois spectateur et acteur de ce qui est en train de se passer. La Lune me fascine, parce que j'ai beaucoup travaillé pour la station. Quand j'étais au ministère, j'ai beaucoup travaillé sur l'IGA, l'accord environnemental. Ensuite, quand j'étais chez Ariane Espace, j'ai lancé les ATV pour la desserte de la station. Bon, la station, c'est un truc impressionnant, mais enfin, je trouve que ça fait modérément rêver une station à 300 km d'altitude qui tourne. Alors c'est vrai que les gens sont là, mais ça apporte rien par rapport à un vol dans une capsule. Vous vous mettez au hublot, vous voyez voilà. Une station lunaire, ça c'est quand même... Ça devient sérieux. Ça devient sérieux. D'ailleurs, vous observez que Hergé n'a pas fait une bande dessinée sur une station en orbite terrestre, mais c'était objectif Lune, on a marché sur la Lune. Voilà. Donc, une station lunaire, oui, avoir des gens, un habitat lunaire, alors... Évidemment, tout de suite, on va me dire, mais ça sert à rien, ainsi de suite. Je pense que on peut, très certainement, plus que démontrer, on va trouver un intérêt à avoir des gens qui séjournent sur la Lune, parce qu'ils vont faire des choses qu'on ne peut pas faire sur la Terre. C'est pas pour le plaisir, voilà. En revanche, dans la station, aujourd'hui, on fait pas grand-chose dans la station qu'on ne puisse pas faire sur la Terre. Sur la Lune, je suis persuadé qu'on va faire des choses, voilà. Et donc c'est ça la prochaine grande étape, voir ce qui va se passer sur la station lunaire. Je veux dire, c'est vrai qu'en France, ce projet est assez peu connu. Mais ça va l'être. Mais vous pourriez contribuer à le... je ne sais pas si je vais contribuer, mais vous savez, il y a des tas de gens qui arrivent. Il faut aussi laisser la place aux jeunes. Mais je pense que ça va être les prochains... Regardez la nouvelle promotion d'astronautes de l'Agence spatiale européenne. Vous leur posez la question, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Ils vous disent, j'ai envie d'aller sur la Lune. Vous parlez avec tous les gens chez SpaceX, ils vous disent The Moon is cool. Voilà, donc on voit bien que c'est la prochaine étape, et en plus ça attire, parce que bon, la station, c'est vrai, on va passer 6 mois dans la station, mais enfin, sans vouloir être désobligeant, il y a beaucoup d'astronautes qui vous expliquent qu'au bout de 2 semaines, toujours un peu répétitif. Bon, sans compter que l'apesanteur, ça a son charme jusqu'à un certain point, parce que bon, il y a quand même des tas de trucs en apesanteur où le corps humain n'est pas au mieux de sa forme. Bon, sur la Lune, même si la gravité fait seulement 1/6, il y a quand même une gravité, donc c'est utile pour drainer le drainage lymphatique, ce genre de choses. Lorsqu'on est dans la station en apesanteur, le corps est totalement perturbé. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir tous les astronautes immédiatement, ils ont un œdème facial parce que le sang remonte dans la tête. Lorsque vous êtes sur la Lune, c'est très différent, parce que vous avez un 1/6 de pesanteur qui fait que la vie est moins compliquée. Demain, vous avez l'opportunité de pouvoir aller sur la station lunaire.
On m'a proposé, la réponse est non, parce que je suis trop vieux, c'est tout. Il y a un moment, il faut savoir aussi, voilà, mais d'abord, on me l'a proposé, c'était un peu comme une boutade, mais enfin, vu la personne qui me l'a proposé, on peut raisonnablement espérer que la boutade ait des limites, mais bon, voilà, maintenant, John Glenn est retourné dans l'espace, il avait 77 ans, mais enfin... le fait qu'on en parle montre que c'était peut-être un peu too much. C'est un peu du tourisme spatial. Oui, c'est pas, le sujet n'est pas là. Mais c'est vrai, le truc que j'ai fait décider au CNES, et ça qui me fascinera le jour où ça existera, c'est MMX. Donc MMX c'est une mission avec le Japon qui va poser un petit rover sur Phobos, qui est l'une des deux lunes de Mars. Et Phobos est tellement proche de Mars que quand vous êtes sur Phobos, vous avez Mars qui emplit à peu près tout le ciel. Donc ça, c'est une image que j'aimerais bien voir, comme on voit sur les trucs de science-fiction. Vous avez dans le ciel une planète comme ça. Alors, on l'a un peu quand on est en orbite sur la Terre, mais sur la Terre, on n'est pas assez loin. Dans la station, on est au-dessus de la Terre, on voit pas la Terre qui fait un rond dans le ciel. C'est plutôt l'image mythique de la mission Apollo 8, où on voit le clair de Terre au-dessus de la Lune. Vous avez la Lune et puis la Terre qui se lève. Donc Phobos MMX sur Phobos, avec au-dessus de la tête Mars. Bon, je n'irai pas, mais ces photos, c'est un truc qui sera quelque chose de grandiose. On parle un petit peu des perspectives, la future. Il y a des étudiants qui posaient des questions, notamment sur l'impact écologique de toute l'industrie spatiale et ce qui est envisagé pour la suite. Comment est-ce que vous avez présenté ces questions et aussi comment est-ce que vous les vivez maintenant? D'abord, le spatial est fondamental pour comprendre le climat, parce que tout ce qu'on dit sur le climat, s'il n'y avait pas les satellites, on ne le dirait pas. Quand vous voulez décrire le climat, il y a les ECV, donc les Essential Climate Variables. Il y en a 50, et sur les 50, 28, c'est-à-dire plus de la moitié, ne peuvent être observés que par les satellites. Ce sont les satellites qui ont mis en évidence l'augmentation de la température, l'augmentation du niveau des océans. Ce sont les satellites qui permettent de suivre les concentrations de gaz carbonique ou de méthane, qui est un très puissant gaz à effet de serre. Donc, les satellites sont fondamentaux pour comprendre le climat. Alors ensuite, on lance une fusée, mais quand on lance une fusée, c'est moins de gaz carbonique dégagé dans l'atmosphère qu'un Paris-New York en 777 ou en 380. Donc, l'impact est très faible. Mais en revanche, les bénéfices sont considérables. Enfin, vu de l'école, c'est quand même important de souligner que la plupart des instruments qui font ces mesures sont optiques. Sont optiques. Et avec, pour l'optique, sur le spatial, des perspectives considérables, parce que d'abord, tout ce qui est observation, et avec une évolution très très grande de la façon dont on va observer la planète, parce que on est passé d'une situation où on était dans une course à la miniaturisation avec des miroirs petits, optiques adaptatives. Aujourd'hui, si le Starship dont on a parlé fonctionne, on va mettre des dizaines de tonnes en orbite pour pas cher, donc on pourra avoir de nouveau de gros miroirs. Donc il y a tout cet aspect-là, observation. Et puis il y a l'aspect sécurité, parce qu'aujourd'hui quand même, on veut des satellites qui puissent être de moins en moins brouillés, des communications pas perturbées. Et ça, les communications en radiofréquence le sont, alors que les communications optiques ne le sont pas. Donc c'est pour ça qu'on a des industriels français de renom qui sont déjà sur des constellations, Starlink, la constellation d'Elon Musk. Les satellites de deuxième génération communiquent entre eux avec des systèmes optiques. Et la prochaine étape, ça va être de pouvoir communiquer depuis le sol avec le satellite, avec de l'optique, et avec là, je dirais, la quintessence des systèmes optiques, parce que d'une part, les transmissions se feront avec des impulsions laser, et puis d'autre part, il faudra des télescopes au sol à optique adaptative pour contrer les effets de perturbation de l'atmosphère. Donc ça, on commence aussi à y réfléchir. Donc on voit qu'il y a sur le spatial une foultitude d'applications pour l'optique, avec ses côtés à la fois instrumentation et photonique. Et je pense que les étudiants ont tout à fait intérêt à investir dans ces technologies. Et puis en parallèle, bien sûr, être attentif à ce qui se passe dans le monde entier, parce que, comme je le disais, aujourd'hui, les communications sont beaucoup plus grandes. Aujourd'hui, quelqu'un a commandé un satellite
on ne se pose plus la question du lieu où le satellite va être commandé. Il y a 20 ans, personne en France aurait eu à faire un satellite, ne se serait dit je vais aller l'acheter en Corée, en Australie, voire en Israël, même en Israël, qui est quand même jamais que de l'autre côté de la Méditerranée, c'était un peu loin. Aujourd'hui, vous avez un procurement de quoi que ce soit, le monde est global. Et donc, ça va dans tous les sens, et ça aussi, c'est une dimension, à mon avis, à laquelle les étudiants doivent être très sensibles, le fait que leur carrière les amènera certainement à travailler avec le monde entier. Vous pensez qu'on les forme bien sur ces sujets? Écoutez, je ne suis pas... J'espère, mais en tous les cas, il faut les former sur ces sujets parce que c'est fondamental. Bon, cela dit aussi, l'école, moi je dis toujours, comité stratégique auquel je suis à Paris-Saclay, ce dont on peut rêver, ce n'est pas tant d'apprendre quelque chose aux gens que de leur apprendre à apprendre. C'est ça qu'il faut, c'est un peu l'honnête homme du XVIIIe siècle où il fallait être ouvert à tout et puis voilà. Et donc là c'est pareil, un étudiant, on lui enseigne des choses et puis sa vie ne s'arrête pas à ce qu'il apprend à l'école, surtout maintenant avec les moyens de communication, Internet, on a accès à tout ce qui se passe dans le monde, donc il y a aussi une curiosité intellectuelle qui fait que. Vous leur diriez quoi un conseil aux étudiants aujourd'hui, de manière générale? Un conseil aux étudiants, c'est mettre à profit les quelques années après leur sortie de l'école pour faire de l'international et pour faire peut-être autre chose. Alors, plus que les années d'après, ou le fait que ce soit vraiment la sortie, ça, non, à la sortie, aller passer 6 mois, en Chine en ce moment c'est un peu compliqué, mais enfin aux États-Unis, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine, en Inde. L'Inde est devenue le pays le plus peuplé du monde avec une dynamique formidable. Donc il y a cet aspect-là, et puis avoir peut-être aussi, même si je ne suis pas le meilleur exemple, mais c'était il y a 40 ans, aujourd'hui, une autre formation, on parle des enjeux de business, de choses comme ça, je pense que faire un MBA aussi, ça peut avoir du sens parce que ça permet d'ouvrir à un autre monde et avoir aujourd'hui une formation à la fois en matière de business et en matière de technologie, voilà, mais avec ce côté international. Faire un MBA à Londres ou quelque part à l'autre bout de la planète, c'est quelque chose aussi qui ouvre beaucoup parce que ça permet de voir des gens raisonner différemment. Moi, je considère que là où j'ai le plus appris, c'est à l'étranger. J'ai fait une partie de ma thèse au Jet Propulsion Laboratory en Californie. La chose qui m'a le plus marqué, c'est que lorsque je faisais ma thèse au laboratoire d'astronomie spatiale à l'époque, la préhistoire, il y avait pour les calculs un VAX, l'ordinateur, le gros ordinateur. On connaît ça, c'était le VAX. Il y en avait un à Saclay, justement, et j'avais droit à quelques minutes de VAX en tant que jeune thésard, entre 2h et 3h du matin. Donc j'ai passé un an à aller faire mes calculs de 3h du matin. La première année, je faisais des multiplications de matrices de nombres complexes. C'était, comme j'avais peu de temps, de faire des interpolations. J'arrive au JPL, le premier jour, on me dit vous avez visité le centre de calcul, et là je découvre que pour le JPL, il y avait 7 VAX. Là, il y en avait un pour la France, il y en avait 7 pour le JPL. Et je me suis rendu compte que tout le travail que j'avais fait pendant un an, je pouvais le jeter parce que comme je travaillais avec peu de temps de calcul sur un VAX, j'avais accès à des matrices 128 par 128. J'ai arrivé au JPL, je suis passé à des matrices tout de suite 1024, 2048, 4096, voire 8192 par 8192. Et il n'y avait plus besoin de faire d'interpolation parce que avec 8192 par rapport à 128, on allait directement au résultat. Mais parce qu'il y avait 7 VAX alors que j'en avais. Voilà. Mais donc ça vous montre qu'il y a des tas de choses qui se font ailleurs et les choses se font de façon différente. Donc voyager, voir d'autres choses. Oui, c'est ce que vous retenez, en fait, c'est une découverte d'univers inconnu. De l'univers, oui. Pas inconnu, mais... Inconnu jusqu'au moment où vous le rencontrez. Là, on comprend pourquoi les États-Unis ont autant d'avance en matière technologique et autres, parce que vous découvrez que au JPL et Caltech, vous avez 7 VAX alors qu'il y en a en France.
peut-être on finit sur les questions relatives à l'association. Quelle vision vous avez de l'association des anciens élèves? Ben, je pense que les associations d'anciens élèves, à mon avis, ont de plus en plus de rôle à jouer que par le passé en termes de networking, parce que là encore, il y a quelques années, une association d'anciens élèves, bon, c'était un repas annuel où on se revoyait, où on observait qu'on avait grossi, qu'on avait vieilli, qu'on avait moins de cheveux, ainsi de suite, et puis ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, vous êtes connectés en permanence, et donc c'est un réseau, et à mon avis, c'est un réseau extrêmement important. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que partout dans le monde, il y a les associations d'alumni et on voit que ça a de plus en plus d'importance. Et je pense que c'est une excellente chose parce que bon, je dirais le dynamisme de l'association des anciens élèves de l'école d'optique est quand même relativement récent, il y a quelques années. Pour moi, l'association des anciens élèves, pendant quelques années, au début, où j'ai un peu de temps après que j'ai quitté l'école, bon, chaque année, j'envoyais la cotisation, le truc, le machin. Bon, et il n'y avait pas de retour. Aujourd'hui, on voit quand même une activité extrêmement riche, extrêmement débordante. Mais ça, c'est un peu la conséquence aussi de la numérisation de la société. Donc, je pense que ça aura de plus en plus d'importance. Et j'encourage les étudiants à y être présents et à communiquer dans les deux sens. C'est-à-dire, l'association pour leur donner des informations, mais il faut aussi qu'ils donnent des informations à l'association. Qu'est-ce que vous attendriez, vous, en tant qu'alumni? Oh ben moi en tant qu'alumni maintenant c'est un peu tard, mais un jeune, quelqu'un qui a, disons, qui est sorti de l'école il y a 5 ans, je pense qu'il peut attendre de l'association qu'elle lui explique de temps en temps ce qui se passe ailleurs de par le monde. Bon, l'optique c'est quand même, même s'il y a des applications multiples, c'est quand même un champ relativement étroit, donc peut-être avec des thématiques optique spatiale, optique médicale, optique à fin de défense, et ainsi de suite, et pour mieux toujours comprendre le monde, et finalement, bon, parce que les journées n'ont que 24 heures, en regardant la page, le site, en ayant une vision la plus exhaustive possible de l'univers optique au niveau mondial. Au début, vous étiez très spécialisé optique. Petit à petit, de ce que j'ai pu comprendre, oui, vous êtes un petit peu éloigné. C'est pas quelque chose qui vous manque aujourd'hui? Comment... Vous savez, on ne peut pas toujours tout faire, et puis quel que soit votre parcours, vous faites toujours des choses, mais j'ai toujours un intérêt personnel. Bon, cela dit, après, bon, et puis aussi, tout ceci prend du temps, donc voilà, mais il est clair que quand même, même dans le domaine spatial, on se rend compte que les sujets les plus porteurs sont des sujets où il y a une forte composante optique. On a lancé il y a peu de jours Euclide qui va à la recherche de l'énergie noire. Bon, il y a un télescope auquel j'avais contribué à Marseille et qui est, alors ce sont des projets qui durent sur des décennies, mais qui est quand même un bijou de technologie. Toute la problématique des constellations ne peut exister sans les communications optiques entre les satellites. Et puis, quand vous allez à la découverte du monde nouveau, on a lancé JUICE, là, qui va explorer les lunes glacées de Jupiter. Bon, dans 8 ans, on aura des images, et les images le seront le résultat des télescopes qui vont aller photographier Ganymède et les autres planètes, enfin les autres satellites de Jupiter. Donc voilà, l'optique est partout. Merci beaucoup. On conclut. Merci beaucoup merci. De cette franchise, de ces précisions. Merci. Écoutez, merci à vous et puis bon courage pour tous les alumni qui sont restés jusqu'au bout de cette intervention. 1, 2, 3, souriez. Super, merci beaucoup. Super, merci.